Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'Impondérable. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Yvan Butel, qui est réalisateur. Il a déjà réalisé des documentaires qui ont été primés, qui ont donc suscité beaucoup d'intérêt. Il nous vient aujourd'hui à l'Impondérable avec un récit intitulé « De silence et d'or ». Alors, moi j'ai lu ce livre et j'ai été vraiment touché par cette histoire. C'est une histoire captivante. Alors, c'est l'histoire d'un Espagnol, Sebastián Rodríguez, qui a été dans un groupe révolutionnaire, terroriste, qui a participé à un assassinat d'un chef d'entreprise et qui a été arrêté, condamné à 24 ans de prison. Et puis il va sortir de prison, mais entre-temps il a fait une grève de la faim qui a trop duré et il a perdu l'usage de ses jambes. Et donc, des années plus tard, il va devenir un champion paralympique. Alors, Yvan Butel, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Merci Youssef pour l'invitation. Est-ce que j'ai dit sur le livre est intéressant ou pas? Alors, à toi la parole. Tu as tout dévoilé, parce que quand on raconte cette histoire, on peut aussi décider de ne pas tout dire d'entrée et de garder un peu, mais toi tu as... Moi, il y a plein de choses que tu n'as pas dit, mais tu as dit déjà beaucoup de choses. C'est vrai, mais moi je vais te dire, Yvan, j'ai beaucoup appris de ton livre sur la situation politique en Espagne d'après Franco. Et moi, sincèrement, je croyais que dès que Franco arrive, la situation s'arrange et on passe dans un système démocratique, mais ça n'a pas été le cas au fait. Exactement, c'est là que tu pointes quelque chose de juste, c'est-à-dire que ce qui est compliqué dans cette affaire et ce qui est intéressant, c'est le dictateur, il meurt en 1975, on va rappeler un petit peu, ça fait 40 ans qu'il était là, il avait gagné la guerre d'Espagne en 1939, donc la dictature elle dure pratiquement 40 ans avec beaucoup de répression, beaucoup de condamnés à mort, beaucoup de disparus, de gens exécutés, jetés dans des fosses, vraiment... C'est terrible, quoi. 40 ans de dictature. Et puis lui, il meurt en 1975 et tout le monde est content et c'est un peu la fête et tout ça. Et pourtant, la situation, elle ne s'améliore pas d'un coup. Il va y avoir 5 ans, comme ça, qui vont être ce qu'on appelle la transition. Et là, il y a encore beaucoup de violence et il y a les groupes de tous les côtés, de tous les extrêmes qui essayent de déstabiliser le pays. Et mon affaire, elle commence un petit peu l'histoire de ce personnage, qui est une histoire vraie, hein. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui est devenu mon ami. Elle s'inscrit un peu dans ces années-là, des années de juste ce qui va se passer juste après la mort du dictateur. On croit que la démocratie, elle s'installe, mais elle met du temps à s'installer. Et donc, ce garçon, qui est toujours en vie d'ailleurs, hein, qui est maintenant âgé, il est d'une famille un peu, on va dire, entre guillemets, révolutionnaire, n'est-ce pas? Donc, tout son milieu baigne dans cette atmosphère de gens révoltés. N'est-ce pas? En fait, c'est des gens qui viennent du sud de l'Espagne, qui viennent d'Andalousie, et son père, il travaillait sur les chantiers navals, et c'est des gens qu'on a catégorisés comme des rouges, en fait. C'est-à-dire que l'Espagne, à ce moment-là, elle est vraiment coupée en deux. Il y a le camp des gens qui étaient républicains, en fait, qui avaient le pouvoir en 1936, qui avaient pris le pouvoir avec des élections, comme un peu le Front populaire en France, exactement à la même année, en 1936, mais qui ont été battus. Et le problème, c'est que la dictature, elle a voulu non seulement gagner le combat, mais en plus se venger des perdants. Et donc eux, ils sont vraiment perdants jusqu'au bout. C'est-à-dire que non seulement ils perdent la guerre en 1939, mais en plus, ils sont vraiment réprimés durement. Et donc mon personnage, qui est né lui en 1957, donc en fait, il a 18 ans au moment de la fin de la dictature, il fait partie d'une famille qui a toujours lutté, on va dire. Et son combat qui va mener lui, elle s'inscrit dans une longue tradition de lutte. Tout à fait. Donc, ton livre est passionnant aussi parce que tu mets du temps pour devenir ami de ce personnage. Et puis, par petites touches, tu nous fais entrer dans son monde, hein, puisque tu vas en Espagne, tu le côtoies d'une certaine façon, tu vois sa sœur et ses amis, n'est-ce pas?
Ben oui, c'est-à-dire que c'était pas gagné d'avance de devenir ami avec lui. Moi, au début, je trouve cette affaire dans un article de journal. Cette affaire, elle m'intéresse. Je parle pas du tout espagnol et je fonce là-bas et je me dis c'est intéressant. Il y a quelque chose à creuser. Et je commençais un peu à faire des films, à faire un peu des choses comme ça où j'aime bien aller partir sur place et un peu enquêter en fait. Et donc lui, le secret pour gagner sa confiance, c'était le temps en fait. C'était de revenir souvent, de rester sur place. De pas faire juste un aller-retour rapide en disant raconte-moi ton histoire, fais-moi des aveux, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé. C'était de prendre les choses petit à petit, de prendre le temps de l'écouter. Il parlait pas beaucoup et juste d'être là à ses côtés, de regarder comment il vivait, comment il se reconstruisait, comment son passé continuait à imprégner sa vie. Donc vraiment c'était une histoire de gagner sa confiance, presque comme on apprivoise un petit animal, quoi. Il y avait vraiment une histoire de il faut y aller petit à petit, il faut être à l'écoute, il faut avoir des gestes doux, il faut se livrer aussi, c'est-à-dire il fallait que je raconte qui j'étais pour qu'il ait confiance. Donc il y a vraiment une histoire il y a toute une démarche comme ça, qui est une démarche un peu comme quand on va étudier les peuples lointains, qui n'ont jamais vu la société, enfin voilà, il y a vraiment un truc il y a une éthique, quoi, il y a une manière de se comporter, qui est de respecter la personne et de respecter le temps qu'il va mettre à vous faire confiance. Voilà, il ne faut pas brusquer les choses. Alors, cet homme est un silencieux, mais il te dit quand même des choses. Il te raconte par exemple qu'il n'arrive pas vraiment à dormir parce que il dort en tranches de 2 heures, dit-il, parce que quand il était à l'université, qui est la prison, ils étaient réveillés chaque 2 heures. Ouais, alors là, effectivement, au début, il disait quand j'étais à l'université, on me réveillait toutes les 2 heures. Alors moi, je me disais, c'est quoi? Il était à l'internat de l'université, c'est quoi cette histoire? Il y avait des rondes de surveillants qui étaient méchants et qui venaient réveiller les étudiants. Mais j'ai compris qu'en fait, l'université, c'était le mot pour parler de la prison, mais qui était un petit mot de connivence. C'est le petit mot qu'on doit connaître, quoi. C'est-à-dire que quand il veut pas que la conversation, elle soit écoutée, il dit, dans mes années d'université, on faisait ci, on faisait ça, on mangeait pas bien, l'université, c'était comme ci. Mais j'ai compris que l'université, c'était le mot pour parler de la prison. Et effectivement, le sommeil, il y a plein de choses qui lui restent encore. Il y a plein de séquelles, il n'y a pas seulement le fait d'avoir perdu les jambes, mais notamment le sommeil qu'il n'a jamais retrouvé, parce que ses nuits étaient morcelées, et il y a plein de signes comme ça de son passé qui continuent à vivre, quoi. Oui. Alors, pendant un moment, donc, tu vas, tu le regardes, tu sympathises presque avec lui, et puis tu n'es pas au courant qu'il a un frère qui a lui aussi été dans ces mouvements révolutionnaires. En fait, le frère, je le croisais, mais sans vraiment... Enfin, je voyais toujours quelqu'un qui était là et qui venait l'embrasser et qui semblait avoir un lien particulier avec lui, mais il n'y avait pas tellement la ressemblance physique, et donc je ne savais pas qui c'était cette personne-là, et j'ai compris petit à petit que cette personne, elle était une personne clé, quoi. C'est-à-dire que c'était... En fait, maintenant, comment j'ai reconstitué cette histoire, c'est que les choses, elles se sont pas uniquement jouées dans les manifestations, dans la lutte, au niveau politique, des partis clandestins, de la lutte armée, mais les choses, elles se sont beaucoup jouées dans l'univers familial. Elles se sont beaucoup jouées dans des chambres la nuit, dans des petites conspirations, dans des secrets, dans des silences, dans des confessions. Et elles se sont beaucoup jouées entre 2 frères, en fait. Et donc, dans ce récit, je mets un peu en miroir les 2 frères. Son frère, il est plus jeune, il a 1 an de moins, mais il se trouve que c'est lui qui s'est engagé dans la lutte en premier, qui lui aussi a fait des actions très violentes, qui a été arrêté très tôt. Et ce que je me dis, c'est que l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Cha, en fait, il a été un peu comme rechercher son frère, quoi. C'est comme si on imagine une guerre, il y a votre frère qui va derrière les lignes ennemies, vous le trouvez plus, il est disparu, et ben vous lancez à sa recherche pour essayer de le retrouver, pour essayer de le ramener, pour essayer de voir s'il est encore vivant. C'est un peu ça, cette histoire-là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est lancé un petit peu sur les traces de son frère, quoi, et qui a un petit peu répété la même histoire. Il y a aussi sa sœur. Alors sa sœur, apparemment, c'est elle qui l'aide un petit peu, hein, toujours. C'est celle qu'on peut dire qu'elle est protectrice des 2 frères. Oui, c'est une affaire comme ça, où les figures, elles ressemblent un peu à des personnages, presque des personnages de fiction, des personnages un peu d'un mythe ou d'une mythologie. Il y a le frère qui est très fougueux, il y a le personnage principal, Cha, qui est là, qui est aujourd'hui dans sa chaise roulante et qui est un peu silencieux. Il y a le jeune frère qui est un poète exalté, qui s'est lancé en premier dans la lutte, qui était vraiment lui un intellectuel, qui écrivait, qui était poète, alors que moi, mon Cha, c'est pas un intellectuel du tout, quoi, voilà. Et puis il y a la sœur, et la sœur, effectivement, c'est la figure un peu maternelle, un peu protectrice, etc. Mais c'est aussi la personne qui n'était pas d'accord avec eux, qui voulait pas qu'ils partent, qui trouvait qu'il fallait pas gâcher sa vie,
et qu'il est très en colère contre tout ce passé, parce qu'elle a quand même, d'une certaine manière, elle a vu ses deux frères partir au combat, commettre des choses atroces, être condamnée à des très très longues années de prison. Donc elle est la personne qui a le regard le plus, entre guillemets, normal, ou le regard que tout le monde pourrait avoir sur cette histoire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'affaire de gens qui ont gâché leur vie et qui ont gâché la vie des autres, et tous ces espoirs et tous ces idéaux révolutionnaires, à quoi ça a servi en fait. Elle a un peu cette réflexion-là. Elle les protège et en même temps, elle est en colère contre ce passé. Alors, tu mets un petit poème du frère dans le livre, en édition espagnole et en français. Si tu veux bien, je pourrais le lire, ou bien tu préfères le lire? Non, tu peux le lire, bien sûr. Alors, le vent traverse les barreaux, le vent du sud, pour un ouragan à venir. Ouragan de femmes et d'hommes, contre les injustices, pour la solidarité, l'égalité, la liberté, toujours avec amour, vent, vent, vent. La poésie, la prison, ça peut marcher ensemble parfois? Ouais, je crois qu'il y a toute une ligne d'écriture il y a toute une tradition, toute une lignée d'écriture en prison, bien sûr. On va dire ça de manière un petit peu vulgaire, mais la prison, la cellule et l'isolement, ça vous inspire et ça vous laisse le temps d'écrire. Et puis l'écriture, c'était poursuivre la lutte aussi, parce que c'est des poèmes qui sont souvent très politiques, qui sont des éloges de la liberté, de l'émancipation des peuples. C'est à la fois de la poésie, mais c'est aussi presque, c'est très politique. Et la prison, pour eux, elle était une manière de continuer le combat. Mais effectivement, il y avait le frère qui écrivait, et puis moi, mon personnage, Tcha, qui est quelqu'un, encore une fois, de peu de mots. Lui, il n'avait pas les mots pour écrire, mais ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il dessinait. Et sur Internet, on trouve encore aujourd'hui des dessins de prisonniers, et c'est très très impressionnant. C'est là encore, c'est tout, hein, c'est des styles de dessin très exaltés, un peu naïfs, ou des choses comme ça. C'est des gens qui brisent leurs barreaux, qui brisent leurs chaînes, c'est des oiseaux qu'on aperçoit à travers des cellules, c'est des choses comme ça, c'est des choses un peu naïfs, mais des choses essentielles. Voilà, un oiseau dans le ciel, des chaînes qui vous empêchent de sortir, c'est des choses comme ça. Il y a aussi une tradition du dessin, il y a la poésie, mais il y a aussi le dessin. Est-ce qu'on lui reproche toujours en Espagne à ce personnage de ne pas prendre la parole pour dire que ce qu'il a fait, c'était pas bien? Oui, complètement, on lui reproche, son cas fait encore vraiment débat. Le passé ne passe pas, c'est une chose qu'on dit souvent comme ça, mais dans son cas c'est vraiment vrai. Son histoire, elle fait encore débat. Il est très soutenu dans sa petite ville, qui est une petite ville très isolée en Galice, dans le nord de l'Espagne maintenant, c'est là où vous avez déménagé en venant d'Andalousie. Il est très soutenu au niveau local, mais au niveau national, son histoire elle fait débat, et dès qu'on reparle de lui, dans la presse c'est utilisé politiquement, dans les campagnes électorales, on dit voyez le mauvais exemple de cet ancien terroriste, etc. C'est pas réglé, il n'y a pas eu la réconciliation en Espagne, il y a encore beaucoup de sel sur les blessures, et son histoire c'est d'une certaine manière du sel sur les blessures, alors que moi je voudrais évidemment que ce soit une histoire d'apaisement, de réconciliation, de rédemption, mais en Espagne elle n'est pas vécue comme ça. En Espagne elle est douloureuse cette affaire. Est-ce qu'il y a une partie de toi-même et de l'histoire de ta famille dans ce livre? Tu l'as pas un petit peu, hein? Et un tout petit peu, et voilà, exactement. C'est-à-dire qu'un tout petit peu, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pas vraiment de lien avec ça. Je connaissais même pas la langue, l'Espagne, etc. J'étais pas là-dedans. Mais je suis quand même issu il y a cette génération, la génération de mes parents. C'est pour le dire vite, c'est des gens qui sont nés donc pendant la guerre en fait, hein, c'est-à-dire qui avaient donc 30 ans en 1970. Les années où il n'y avait pas de dictature en France, mais il y avait une ébullition politique et il y avait des mouvements de soutien, de solidarité. Ça pouvait être de la solidarité même avec l'Algérie, par exemple. Ça pouvait être des choses Il y avait des porteurs de valises en France, il y avait des choses comme ça. Il y avait mai 68, il y avait des révolutionnaires aussi qui n'ont pas été jusqu'au bout, peu de gens ont pris les armes en France. Mais disons que j'ai baigné dans cette culture-là de gens qui avaient un engagement, et un engagement un petit peu international ou internationaliste, qui était ouvert sur le monde. Et quand je me suis intéressé à cette histoire-là, peut-être que d'une certaine manière, ça faisait écho à ce que j'avais entendu quand j'étais enfant des luttes. D'accord. Est-ce que ce livre a été traduit en espagnol? Sinon, quels sont les échos qui proviennent d'Espagne par rapport à ce livre? Non, ce livre, il ne peut pas être traduit en espagnol pour ce que j'ai raconté là, au niveau de ça, c'est ce qu'on m'a ramené, parce que l'éditeur, il a tenté de tâter le terrain un petit peu, de dire, est-ce que ça serait possible que ça sera traduit? Et on lui a répondu, non, c'est trop délicat, et cette affaire, elle est encore pas réglée.
c'est comme si la société espagnole, elle n'était pas encore prête à traduire ce livre et à raconter cette histoire de manière apaisée. Après, lui, le personnage, il a été super content que, puisque l'Espagne ne peut pas raconter son histoire et le regarder d'une manière un petit peu comme ça calme, il a été content que ça soit fait en France, c'est-à-dire le voisin de l'autre côté des Pyrénées, voilà, quelqu'un qui raconte son histoire. Il est content que son histoire, elle soit racontée. Très bien. Si tu veux bien, on va donner la parole à nos amis dans la salle pour des questions, des remarques. Voilà, la parole est à nos amis. Oui. Bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable, un café littéraire quasi légendaire de notre ami Youssef Zirem. Alors, une question, qu'est-ce qui vous a amené vraiment à faire un livre sur ce personnage? À travers ce personnage, vous abordez une période très noire de l'Espagne et, comme vous le dites, rien n'est encore réglé, donc ça reste encore un peu tabou. Voilà. Et l'autre question, y a-t-il un projet cinématographique? Parce que je le vois très bien au film. Alors, je vais faire à l'envers, je vais répondre d'abord à la deuxième question. Effectivement, au début, c'est vrai qu'il y a l'écriture un peu cinématographique, mais c'est parce qu'au début, moi, c'est mon métier en fait, et c'est mon regard, et c'est ma manière de regarder les choses, c'est un peu avec une caméra. Là, pour plein de raisons, j'avais pas pu faire un film sur lui, et comme ça tournait beaucoup autour du silence et du temps passé, etc., ça se prêtait mieux dans un livre. Et les mots pour creuser, pour s'engouffrer dans ce silence, c'était plus simple. Au début, une caméra, quand vous faites une interview, que la personne elle veut pas parler, ou qu'elle est gênée, ou qu'elle n'a pas envie d'avoir son image comme ça sur l'écran et tout ça, ça peut être un peu violent l'outil de la caméra. Donc dans un premier temps, il n'y a pas eu de film, et il y a eu ce livre. Maintenant, une fois que les choses ont été dites et que les choses ont été racontées dans un livre, peut-être qu'un jour il y aura un film. Ça pourrait être un documentaire où je retournerai le voir, parce que c'était il y a 25 ans cette histoire, le début. Hein. C'est l'histoire d'une très longue amitié de quelqu'un dont qui est une grande partie de ma vie, et moi je suis dans une partie importante de sa vie aussi. Mais ça pourrait être une fiction avec des comédiens, pourquoi pas aussi, on ne sait pas, parce que son histoire elle a un côté un peu extraordinaire. Et puis pour la première question, et il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, parce qu'on a beaucoup parlé de politique, là, etc., et de choses un peu graves, mais il y a une chose qui est plus légère et qui est plus positive et plus lumineuse dans cette affaire, c'est le sport. Et c'est ça qui m'y a emmené, en fait. C'est-à-dire que moi, cet article, je ne l'ai pas découvert dans un journal politique, etc., je l'ai découvert dans le quotidien L'équipe, qui est le quotidien de sport, et il y avait quelques lignes sur lui où on revenait des jeux, et on racontait un petit peu son parcours très vite, il y avait 3 lignes sur lui. Mais c'est donc par le sport que je suis rentré dans cette histoire-là. Ensuite, après, j'ai été rattrapé par les histoires d'engagement et tout ça. Mais au tout début, et je pense que c'est important toujours de le rappeler, c'est que c'est aussi l'histoire d'un champion, quoi. Absolument, je crois qu'il a eu 8 titres paralympiques, c'est important. Beaucoup plus. Il a été, la première fois qu'il ramène des médailles, c'est aux Jeux de 2000 à Sydney, et puis il gagne 5 médailles d'or, parce il nage le sprint, il nage le crawl. Il nage 3 médailles, 50 mètres, il fait le 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, et puis les relais. Et puis après, il regagne tout à Athènes en 2004, et puis il regagne en 2008, et 2012, et 2016. Il va même aux Jeux en 2020, c'était à Tokyo, enfin il y a eu le Covid. Et puis les seuls Jeux où il n'a pas participé, c'est les derniers Jeux de Paris en 2024. Mais ça veut dire que de 2000 à 2020, pendant 20 ans, il a fait les Jeux. Donc en fait, il a ramené beaucoup plus de médailles, je ne les ai pas comptées, mais c'est plusieurs dizaines. Messi, oui. Messi après Hakim. Non, ouais. Non, Messi. Ah. Oui, bonjour. Moi, je voulais poser une question. Ce personnage qu'on dit terroriste qui a fait des choses horribles, est-ce que c'est vraiment un terroriste ou bien il a fait des choses par ses convictions de liberté et des droits et tout ça? Et puis la deuxième question, comment il est arrivé dans le sport? Oui, alors là aussi je vais commencer à l'inverse, je vais dire comment il est arrivé. En fait c'est simple, enfin c'est pas simple mais c'est assez étonnant. C'est-à-dire que quand il était dans la prison et qu'à la fin de la grève de la faim, quand il s'est relevé de la grève de la faim et que les chefs du mouvement ils ont dit on arrête, ça, on va tous, il y avait déjà eu un mort dans la grève, c'était horrible, ils étaient alimentés de force. C'est vraiment horrible, ils étaient étendus, on leur mettait des sangles pour pas qu'ils résistent et eux ils voulaient pas, ils préféraient mourir, ils voulaient pas être alimentés de force. Et donc on leur donnait comme ça pour les laisser en vie. Et à la fin de la grève, il ne pouvait plus marcher. Donc il était dans la prison en chaise roulante. Mais sa peine, elle n'était pas finie.
Et là, il y a des gens il a eu la chance d'être dans une prison un peu pilote, comme ça, un peu une prison moderne, dans laquelle il y avait une piscine. Et on lui a dit, écoute, mets-toi dans l'eau, ça va te faire du bien, tu peux plus marcher, mais peut-être pour tes jambes, tu sentiras moins le poids de ton corps dans l'eau et tout ça. Et il a commencé d'abord à se baigner dans la prison. Bien sûr, il savait nager, il avait grandi au bord de la mer. Et ça lui a plu et tout ça. Et donc, en fait, c'était une manière de... Après, quand il est sorti de prison, en libération anticipée, conditionnelle, à cause de son handicap, on ne pouvait pas le garder en prison. C'était trop compliqué. Il y avait une loi qui disait, écoute, tu vas pas faire les 84 ans, tu vas sortir plus tôt. Et là, il a senti que l'eau, c'était vraiment la chose qui allait lui permettre à la fois de se sentir mieux dans le corps et sans doute aussi dans la tête. Et il a commencé à trouver des gens qui ont proposé de l'entraîner. Au début, c'était juste du plaisir. Et puis, ils ont vu qu'il était bon et tout ça. Et c'est un peu comme un symbole, quoi. L'eau, c'est un peu comme une métaphore. C'est ce qui lui permet à la fois peut-être de laver son passé, ou dans l'eau, il est tranquille. Il a plein de mots comme ça. Dans l'eau, il n'y a pas d'escalier qui l'empêche de... Parce que quand tu es en chaise roulante, un escalier, ça te bloque. Tu peux plus rien faire. Et dans l'eau, il y avait toute de nouveau d'acquérir cette liberté, quoi. Donc, il a un rapport à l'eau qui est très fort. Et petit à petit, il était bon, il a commencé à faire des compétitions au niveau local, régional, et puis voilà. Pour la première question, question terrorisme ou pas, ça c'est une histoire de point de vue. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, on ne parle pas de terrorisme. Ça c'est nouveau, hein. Le terrorisme, en tout cas pour ces affaires-là, c'est vraiment apparu le 11 septembre, les tours, en tout cas, disons dans le monde occidental, c'est vraiment l'attaque sur les tours du 11 septembre de World Trade Center aux États-Unis. À l'époque, dans les journaux, quand on raconte son affaire, dans les années 80, donc, en fait, quand on raconte ses actions, lui, l'action terrible, là, en l'occurrence, l'assassinat, la participation à l'assassinat d'un chef d'entreprise, c'était 1984. À ce moment-là, on parle d'activistes. On parle pas de terroristes dans les journaux en Espagne dans ce moment-là. Il faut voir après, même par rapport à l'ETA, qui est vraiment le groupe le plus important, etc. Je pense pas que dans les années 80, on parle de terrorisme, etc. Donc ça, c'est vraiment un mot comme assez récent, en fait. Mais est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. C'est-à-dire que après, lui, il avait des vrais engagements, il défendait des choses, mais la question qu'on peut se poser, c'est et c'est ce qu'a dit clairement son frère. Son frère, c'est entre guillemets un repenti, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a écrit une lettre ouverte en disant ça ne servait à rien, on a fait que semer du malheur et on n'a pas fait avancer notre cause. Ce que je veux dire, c'est que se rendre un petit commando et arriver dans une imprimerie, c'était ça, hein, lui en l'occurrence, mon personnage. Arriver un jour, un beau matin, dans une imprimerie, et puis il y en a un qui monte la garde dehors, un qui tient en joue les employés de l'imprimerie, et le troisième qui va tirer une balle au chef d'entreprise, le patron de l'imprimerie. Est-ce que ça fait avancer la cause? Donc ces gens-là, c'est ça, c'est là où on peut poser des questions, et il y a la lutte, et puis il y a la vraie violence terrible, qui ressemble à une violence de... C'est pas un hasard si ce groupe-là, ensuite, ils se sont mis à attaquer des fourgons pour avoir de l'argent pour soi-disant financer la cause. Ils ont attaqué des banques, ils ont fait des enlèvements. Donc la lutte, à un moment, elle est dévoyée, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, on est dans les années... Franco, ça fait 10 ans qu'il est mort à ce moment-là. Franco, il est mort en 75. Eux, ils sont en 84 et ils rentrent pour tuer un chef d'entreprise. Ça posait... Voilà, ça pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est que lutter et prendre les armes pour lutter. Voilà. Il n'y a pas de réponse, mais il faut dire les choses comme ça. Bienvenue Yvan. Donc Yvan est un ami. Cette histoire, j'ai plongé dedans il y a 25 ans, voilà, depuis qu'on se connaît. Donc enfin, en théorie, j'ai pas beaucoup de questions à poser puisque, voilà. Mais bon, j'en ai quand même. Et une, je tiens à signaler qu'elle m'a été squeezée par mon ami qui est là. Je voulais la poser. C'est le lien justement entre cinéma et écriture. Je voulais te dire qu'il fallait le dire ça au début. C'était un projet de film qui n'a pas pu se faire pour mille raisons, qui a abouti, voilà. Voilà, ça c'était la première, donc c'est pas la peine d'y répondre puisqu'on a déjà la réponse. Autre chose que je veux pointer, et je commence direct par la question, est-ce que c'est un livre d'espoir? Dans le sens où, voilà, donc un personnage chat, qui est parti très loin dans la violence humaine, voilà, et qui a fini par trouver le chemin de l'apaisement à travers le sport. Donc est-ce que justement, quand on part aussi loin, on en revient. Apparemment, Chat est revenu. Et est-ce qu'on peut extrapoler ça pour d'autres causes, d'autres personnages et voilà.
Oui, il y a la question, effectivement, il y a la question de la rédemption, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a refait sa vie et puis qui est passé complètement à autre chose et qui a tiré de leçons de ce qu'il a fait et qui montre par son comportement qu'on peut changer dans la vie. Par son comportement. C'est important, pourquoi je dis ça? Parce que il a beaucoup de mal à mettre des mots, il a beaucoup de mal à demander pardon, mais c'est très compliqué en Espagne parce qu'il y a un chantage au pardon et un chantage au repentir. C'est-à-dire que si tu demandes pardon, si tu te repens, tu auras une meilleure place dans la société. Et lui, il n'a pas vraiment cédé à ce chantage et il a eu beaucoup de difficultés à mettre des mots sur son parcours. Donc les gens, ils disent, attends, le mec, il a rien compris, puisqu'il met pas les mots que la société, elle attend. Les mots que la société, elle attend, c'est, je promets que je ne recommencerai pas, et que j'ai fait une erreur, etc. Lui, c'est pas exactement comme ça. Il met pas les mots. Donc son affaire, elle est compliquée. Donc il y a une rédemption, il change, mais par les actes. Il montre par son engagement auprès des enfants, il montre comme quand on est handicapé, quand on est dans une chaise roulante, la vie elle n'est pas foutue, et qu'on peut nager, qu'on peut faire des choses, et qu'on peut se déplacer. Il essaie, et voilà, il y a les succès sportifs, mais même au niveau du quotidien, il se bat pour qu'il y ait une rampe à la place d'un escalier. Il est devenu comme un militant de choses du droit des personnes qui sont en chaise roulante, en fauteuil. Donc voilà, c'est aussi des petites luttes du quotidien. Donc il s'est beaucoup amélioré, enfin il donne de l'espoir comme ça. C'est encore une histoire de regard. Est-ce que c'est une histoire positive ou pas? Ce qui est sûr, c'est que c'est une histoire tragique avec beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur. Mais c'est aussi une affaire de, effectivement, comme tu dis, d'un moment, d'un twist, d'un changement, il y a une phrase connue qui dit que le terrorisme, c'est plus facile d'y entrer que d'en sortir. On y rentre. Et d'habitude, on n'en sort pas. D'habitude, on en sort, comme on dit, voilà. Voilà. C'est-à-dire que, ou bien tu vas tuer plein de gens, ou bien tu vas te faire tuer, ou tu vas jamais sortir de prison, etc. Donc il y a une histoire de... Et lui, il a eu un moment, peut-être, la chance que des gens lui tendent la main, lui proposent de nager, un entraîneur, des gens, un infirmier dans la prison, un animateur, ou je ne sais pas. Il a eu un moment, ça vient beaucoup de lui, de sa force de caractère, mais il y a sans doute des gens qui lui ont tendu la main et qui l'ont permis et qui ont senti chez lui qu'il n'était pas obtus et qu'il y avait quelque chose à faire de lui et ce mec-là, il n'était pas condamné à finir ses jours ou en prison ou au cercueil ou alors en semant encore le malheur. Qu'il y avait un truc, quoi. Et donc ça dépend aussi, voilà, c'est aussi ça qui donne de l'espoir, c'est qu'il y a un moment, il y a des gens qui croient en vous et qui vous regardent dans les yeux, qui savent ce qui s'est passé, qui connaissent votre passé, mais qui ne vous condamnent pas à perpétuité pour autant, enfin voilà. Donc mais ça reste, je sais pas, on met le curseur où on veut, on peut s'arrêter à... C'est une belle histoire d'amitié entre lui et moi, c'est une histoire de sport magnifique, c'est une histoire de rédemption, mais c'est aussi une histoire tragique. Il y a les deux, hein, c'est le... Voilà. Oui, bah. Justement, pour rebondir sur votre dernier mot, rédemption, peut-on dire qu'il y a rédemption par le sport? Dans ce cas-là, bien sûr. Ben, je sais pas, c'est très... Ce qui est sûr, le fait est que si on résume sa vie et que si on regarde les grandes étapes, le sport succède à la politique et le sport succède à la lutte armée. Donc on peut dire, voilà, il y a eu ça et puis après il y a eu ça. En même temps, les choses, elles sont un peu liées. Ce qui est étonnant, c'est que dans son histoire, par exemple, si on veut s'arrêter sur un moment, et là où c'est ça que son histoire, elle donne le tourner, en fait, elle fait tourner la tête. Parce que la grève de la faim, le fait de perdre les jambes, finalement, c'est ça qui lui permet de sortir plus tôt de prison, et c'est ça qui finalement va lui permettre ensuite d'aller aux Jeux Paralympiques et de devenir comme une star, etc. Donc il y a un moment où on se dit, cette lutte à la fin, à corps perdu dans la grève de la faim, avec tout ça et tout, finalement il y a même des gens qui regardent son parcours et qui disent, mais ce bonhomme-là, en fait, il a eu de la chance, quoi, d'une certaine manière. Beaucoup de ses camarades ne sont pas sortis, d'autres ils ne s'en sont pas sortis. Et puis lui, on lui a donné, le destin lui a donné la possibilité d'avoir une deuxième vie. Donc à la fois il y a des choses qu'on contrôle et puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Ce qui est sûr, c'est que moi vu son caractère, vu sa volonté de vivre, c'est dur de dire ça parce que c'est quelqu'un qui a semé le malheur encore une fois, mais c'est quelqu'un qui sourit face à la vie. C'est une force de vie, c'est quelqu'un qui accepte de parler de son passé en s'en moquant, il n'y a pas de tabou, tout peut être objet de dérision, il est formidable. Donc peut-être que s'il n'y avait pas eu le sport, il y aurait quand même eu la rédemption aussi, quoi. C'est-à-dire que ça aurait été d'une autre manière, mais il aurait réussi à transformer les choses comme ça. C'est quelqu'un, voilà, il y a le terme de, c'est un phénix, quoi. C'est quelqu'un qui renaît de ses cendres et qui a plusieurs vies. On a cru plusieurs fois qu'il était mort,
Et puis René, il est là, il s'invente des vies encore, voilà quoi. Oui. Des questions, il n'y en a pas? Sinon, moi j'en ai une, mais c'est par rapport à tes documentaires. Si il y en a même un qui a eu un prix, je crois, Rencontre historique de Blois, c'est ça? Bon, s'il faut dire 2 mots sur les documentaires que je fais, oui. C'est des documentaires un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que c'est toujours un peu partir sur un terrain et puis essayer de regarder les choses un peu avec un regard un peu comme ça, quoi. Là, la semaine prochaine, il va y avoir un film qui va passer à la télé, mais c'est sur une petite chaîne. C'est un film que j'ai fait pour une télé corse, en fait, parce qu'aussi la question documentaire, c'est la question de l'argent, c'est trouver qui va financer le film. Autant écrire, on peut prendre juste son stylo et puis on écrit, après il faut trouver l'éditeur. Mais les documentaires, ça demande un peu plus de budget. Et donc là, si vous voulez par curiosité, comme ça, etc., ça n'a rien à voir, mais bon, c'est quelque chose que j'ai tourné sur une petite île grecque, et c'est la question des relations entre la Grèce et la Turquie. Donc c'est un film un peu géopolitique, mais en même temps avec un regard toujours un peu poétique, comme ça, de savoir, c'est une île un peu paradisiaque, mais le problème de l'île, pour son grand malheur, c'est qu'elle est à la frontière, c'est une île grecque, et qu'elle est à la frontière de la Turquie, et donc l'île, elle est infestée de soldats. Donc en fait, on a toute cette jolie île grecque avec toutes ces maisons de couleur, et puis on a un gros bateau militaire, et puis tous les gens à la matin, quand on va acheter le pain à la boulangerie, bah, c'est que des soldats. Et donc il y a cette situation un peu paradoxale de ce petit coin de paradis qui est pollué, on va dire, ou qui est rattrapé par les grands enjeux de la diplomatie, et de la guerre et des tensions, etc. Donc ça, c'est le film que je viens de finir et qui va passer là. Sur quelle chaîne? Ça, c'est France 3, mais c'est France 3 au niveau Méditerranée. C'est-à-dire qu'on peut le voir quand on a les bouquets, quand on a Free, quand on a les box, en fait. Voilà, ouais. Mais c'est France 3 Méditerranée. Merci. Oui. Ben, moi, j'en ai une autre, alors. Toujours dans cette... Donc Yvan, effectivement, il est cinéaste, il fait des films que je trouve bien. Pas parce que c'est mon ami, mais parce que, voilà. Est-ce que tu peux dire un mot sur l'une de tes réalisations cinématographiques qui, pour moi, est l'une des plus belles? C'est l'histoire des fresques de la Sienne. Je ne me rappelle plus du titre. Ouais, c'est des fresques, ça s'appelle les fresques du bon et du mauvais gouvernement, c'est des toiles de la Renaissance. Voilà. Ça, c'est un film, que j'avais fait pile au moment de la première élection de Trump. C'est-à-dire que c'est un film, c'était un film à l'époque, c'était France 5, et c'est fait avec un historien qui s'appelle Patrick Boucheron. Et c'est donc, c'est un peu un film où tu regardes une toile très célèbre et qui te montre le bon gouvernement. Comment, ça serait quoi le monde idéal, le monde dans la cité idéale, le rapport avec les campagnes, la ville, les métiers, etc. Donc on a cette très belle fresque de la Renaissance italienne dans la ville de Sienne. Et puis il y a le mauvais gouvernement. Et le mauvais gouvernement, il y a le tyran, il y a toutes ces choses-là, il y a le bon côté et le mauvais côté des choses. Et puis le côté rigolo dans le film, c'était d'essayer d'actualiser ça et de montrer la société d'aujourd'hui, vers où il faut tendre, quoi. Qu'est-ce qu'il faut regarder, d'où viendra le malheur, d'où viendra la peur. Qu'est-ce que c'est que gouverner par la peur et comment éviter d'avoir peur. La peur est contagieuse, le courage est contagieux, toutes ces choses-là dont on parle beaucoup en ce moment. C'était à la fois partir d'une fresque de la Renaissance et puis parler du monde d'aujourd'hui. Peut-on dire que vous êtes un cinéaste engagé? Est-ce que l'engagement ne serait-il pas l'un des premiers rôles du cinéma, un rôle qui se perd de plus en plus? Ben, oui, il y a plusieurs manières d'être engagé. Je crois que c'est des films... on peut être engagé sans être militant, ce qui est mon cas. Et c'est-à-dire que c'est des films avec un certain regard, plus qu'un certain discours. C'est une manière, souvent, ça repose sur quoi? C'est une manière de filmer les choses, de montrer tel ou tel détail, tel ou tel paysage, etc. Ça peut venir de là. Le cinéma, c'est un art avant tout. Mais effectivement, c'est un art politique. Et il y a des moments dans l'histoire ou dans la société où c'est important. C'est-à-dire que là... peut-être qu'on peut se poser des questions par rapport voilà, à quoi ça rime de filmer telle chose ou telle chose. Il y a le choix des sujets, etc. Donc c'est un engagement, mais c'est, disons, plus qu'un engagement, je dirais, une certaine position, une certaine distance
face au monde et face aux choses de la manière dont tu les regardes, ou dans l'écriture, ou dans le cinéma. Il s'agit pas, c'est pas des tracts, c'est pas du cinéma militant, etc. De toute façon, moi, ce qui est clair, c'est que je m'inscris dans l'industrie de la télévision. Donc, à partir de là, les choses, c'est compliqué, c'est déjà presque perdu d'avance, quoi. Hein, la télévision, je veux dire, c'est limité, hein, ce qu'on peut faire à la télévision. Dans l'édition, c'est un peu différent, mais ça reste un éditeur qui n'est pas un éditeur militant, c'est un grand éditeur avec une grande force de distribution et mon éditeur, il fait partie du groupe Gallimard, qui est un grand groupe, etc. Donc, je suis presque d'une certaine manière, je suis presque vendu. C'est-à-dire que je m'inscris dans ce jeu, dans l'industrie de l'édition, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire continuer à être engagé? Voilà, je me pose ces questions-là. Voilà, voilà, c'est ça. Oui, d'autres questions, d'autres remarques? Ah oui, je rebondis. Et bon, il est pudique, c'est un ami, je le connais depuis longue date. Alors l'engagement, moi je peux le dire parce que je suis extérieur. C'est un humaniste, Yvan. Voilà, il a du cœur, il va vers les gens. Voilà, son engagement il l'attend. Voilà. Après, il essaye de faire avec son métier qui est cinéaste et maintenant essayer dans le monde actuel, il le dit si bien, hein, voilà, avec les grands éditeurs, tu peux pas écrire ce que tu veux, quand tu veux, tout ça, tiens, voilà. Je connais bien l'histoire d'écriture de ce livre-là, où il a dû corriger la version originale du début. Tu as été la corriger plusieurs fois avec l'éditeur et tout ça, parce qu'il y avait des choses qui lui plaisaient pas et tout ça. Voilà. Non, alors, pour la télévision, il y a des enjeux. Pour le livre, là, le travail d'écriture, il n'était pas du tout au niveau de censure, de choses qui passaient pas, etc. Au contraire, je dirais même que je remercie l'éditeur parce que ils m'ont dit qu'il fallait plus développer le contexte. Le franquisme, les années, la dictature, bien dire ce que c'était. Moi, j'avais tendance à aller un peu vite là-dessus et à dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter la vie de ce bonhomme. Mais eux, ils m'ont dit, attends, si tu racontes juste la vie de ce bonhomme et que tu racontes pas tout ce qu'il a traversé, ce que ses parents, etc., il faut raconter, le lecteur, il connaît pas forcément, comme tu disais, Youssef, voilà, toutes ces années-là. Et donc, je les remercie presque de m'avoir permis et de m'avoir conseillé de faire ce travail de contextualisation. Moi, c'était pas mon truc au début, je me disais, voilà, mais j'avais pas envie de faire des recherches sur le franquisme, etc. Ils m'ont dit, si, vas-y, ça va te prendre du temps, tu vas être content à l'arrivée, et ça va permettre au lecteur de s'y retrouver, de rentrer dans ton histoire. Donc, c'est le travail qui a été fait avec l'éditeur, je dirais pas que c'était un truc qui m'a brimé, au contraire, c'est un truc qui m'a permis de m'améliorer, d'aller plus loin. Il n'y a pas de questions, c'est terminé. Donc si je comprends bien, il y a plus de censure par l'image que par l'écriture. Mais il y a des enjeux d'audience qui ne sont pas du tout les mêmes, il y a des enjeux d'argent qui ne sont pas du tout les mêmes. Qu'est-ce que c'est le coût d'un livre? Un livre, tu gagnes rien quand tu le fais et il coûte très peu à être fabriqué, il va être comme ça. La télévision, c'est tout de suite pas mal de gens qui vont travailler, c'est des coûts, on parle en termes de dizaines ou de centaines de milliers de spectateurs qui à un moment vont voir le truc, c'est contrôlé plus par le pouvoir, c'est plus embêtant. Ce livre-là qui en plus se passe dans un pays lointain sur une époque lointaine, enfin c'est pas très lointain l'Espagne, mais on est sur un truc, ça n'embête personne, quoi. Je peux raconter exactement ce que je veux, il n'y a pas de problème. Un film produit par la télévision, c'est tout de suite un peu plus ausculté, regardé, les gens vont être un tout petit peu plus interventionnistes, quoi. J'ai une autre question, si tu permets. Alors, le journal L'Impossible a publié, je crois, des textes sur, en tout cas, un chat. C'est Michel Butel. Alors, un mot sur L'Impossible et tous les autres journaux qu'avait créé Michel Butel. Ah, vous connaissiez? Je connaissais l'autre journal. Vous connaissiez l'autre journal? C'était mon père et c'était quelqu'un qui était fan de presse et qui faisait des journaux et qui a fait l'autre journal dans les années 80, on va dire les années Mitterrand pour dire vite. Et c'était un journal qui était politique et littéraire. J'ai même un ami qui a travaillé à Akram Belkaïd, qui est le red chef du monde diplomatique aujourd'hui.
Ouais, c'est un journal qui regroupait beaucoup de gens qui pensaient qu'il y avait des ponts entre, disons, justement l'engagement et la littérature ou l'art ou la culture, et c'était donc à la fois un journal politique et culturel, et c'était donc un mensuel qui est devenu hebdomadaire, etc. Donc c'était quelqu'un qui faisait toujours des journaux, et il y a un moment où, quand moi j'écrivais, quand je travaillais sur cette affaire-là, dans les années 2010, ça faisait déjà longtemps que j'étais devenu ami avec lui, avec Tcha, j'avais pas réussi à faire le film, j'avais envie de raconter cette histoire-là, et mon père, il avait ce journal qui s'appelait L'Impossible, qui était un petit journal qui faisait vraiment avec très peu de moyens, et il m'a dit, écoute, puisque tu trouves pas la forme dans laquelle raconter ton histoire, pourquoi tu la raconterais pas dans le journal? Et là, pour la première fois, j'ai écrit, mais juste en 3 pages, l'histoire de Tcha de manière... Mais c'était la première fois que je me mettais cette histoire avec des mots, alors que jusqu'avant, c'était une histoire que j'avais un peu filmée, photographiée, etc. Et quand j'ai écrit ce livre, je me suis rappelé de ça, que déjà il y avait une première tentative et il y avait une première esquisse. C'était la première fois, voilà, c'était comme un petit brouillon, quoi. Quelque chose, comme on écrit quelques lignes juste, et puis c'était très très loin d'être un livre. Je pensais jamais en faire un livre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il m'avait permis, pour la première fois, de mettre des mots. Donc je comprends mieux, cet engagement, il est familial. Bah, sans doute, on n'est pas dans un chou, hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas, voilà, voilà, on est d'une certaine manière dans une lignée, dans un sillon, dans une famille. Eh oui, c'est comme ça. Je crois qu'il y a même une histoire avec l'Algérie, une histoire familiale avec ce fameux communiqué des 121. Bien, est-ce que je me trompe? Alors là, je vais dire des choses que je maîtrise pas tellement, parce que je connais pas très bien cette affaire. Mon père, il était très très proche d'un homme très engagé que vous avez peut-être connu, qui s'appelait Daniel Tilsit. Voilà, il était très très proche de lui. Mon père, quand il était jeune, il était né en 40. Quand il était jeune, en ce moment, je suis en train un petit peu de... Je dis pas que ça va être le prochain livre, mais je suis un petit peu... Parce qu'en plus, je regarde mon frère, là, il va me dire il va contrôler l'histoire, il va me dire qu'est-ce que tu me sors, tu aurais pu m'en parler avant. Non, mais mon père et ma mère, ils étaient très liés, justement, on est entre amis, là, on peut dire, au réseau Curiel. Ils étaient très très proches du réseau Curiel. Et puis... Et mon père qui, donc, pour pas aller en Algérie, il y avait des gens qui s'appelaient des insoumis, en fait, et qui allaient se cacher en Suisse. Et puis, ma mère faisait passer les valises. Enfin, ils sont liés d'une certaine manière entre Timsit, entre la Suisse, entre l'insoumission, entre Curiel. Et ça tourne beaucoup autour de cette Algérie, sans doute un petit peu fantasmée à l'époque, qui était la lutte, en fait. La lutte, à l'époque, c'était... Bon, eux, c'était pas l'Amérique latine, c'était pas, je sais pas quoi, ils ont pas été... voilà, c'était... Mais c'était... il y avait beaucoup de choses qui tournaient effectivement autour de l'Algérie. Oui, mais... Comme on est sur l'Algérie, après l'histoire d'un nageur paralympique, y aura-t-il peut-être l'histoire d'un footballeur paralympique? C'est qui le footballeur? Je ne connais pas. Non, parce que c'est comme on dirait que vous dites qu'il y a un grand footballeur algérien paralympique. Hakim Areski qui était blessé par balle. Après, il est devenu champion paralympique avec la France. Je connais pas cette... Ça, c'est vrai, oui. Et effectivement, ce garçon avait perdu la vue dans une révolte en Kabylie en 2001. Donc, les gendarmes avaient tiré à balles réelles et avaient tué près de 128 jeunes. Et donc, lui, il est venu en France. Il avait la chance d'avoir son père en France qui l'a accueilli. Et effectivement, il a été champion paralympique de foot en juin passé, l'été passé, effectivement. Comment il s'appelle déjà? Hakim Areski. Ah, Hakim Areski, oui, la presse française en a parlé. Hein. Le Parisien lui a fait plusieurs fois une page pleine, oui, absolument. Ah, je connaissais pas, ouais. Une toute petite, mais alors là, une paire de terre. Hein. 2 mots sur ton grand-père, si tu le veux, hein, si tu ne veux pas, ton grand-père maternel. Un petit mot.
On va faire, c'est le portrait de famille là, c'est la carte d'identité, c'est directement. Non, parce que c'est de sa faute. non mais parce que j'ai dit, qu'il y avait aucun lien à l'Espagne. Mais si je vais chercher loin, du côté de mon grand-père maternel, il fait partie des gens qui ont aidé justement l'Espagne républicaine à l'époque. Mais ça, c'est quelque chose qui était au niveau politique, mais qui n'était pas au niveau familial. Et donc, si jamais je voulais vraiment raccrocher ma famille à cette histoire-là de guerre civile espagnole, et ben effectivement, mon grand-père, qui était lié au Front populaire en 1936, il faisait partie des gens qui disaient il faut donner des armes, il faut donner notamment des avions, parce qu'à l'époque, il était au ministère de l'Air, et à l'époque ça s'appelait comme ça, le ministère de l'Air. On est à l'époque de la création d'Air France, des premiers avions de Saint-Exupéry, d'André Malraux, etc., de toute cette légende des aviateurs. La légende des aviateurs et des gens comme ça qui prennent des risques, parce qu'on peut s'écraser à l'époque, les avions, l'autonomie, etc. Et ben il y a tout un mouvement d'aviateurs volontaires qui partent aider les Espagnols, parce que la bataille, elle se joue dans l'air à l'époque, et c'est comme ça que Mussolini et Hitler ont aidé Franco, et ont aidé Franco à gagner la guerre. Et les avions, les Français, ils n'avaient pas des super avions, et notamment quelque chose qui n'est pas très connu dans cette affaire-là, c'est que c'est le rôle du fameux résistant Jean Moulin, en fait. Jean Moulin, avant d'être résistant pendant la guerre, déjà en 1936, il aide l'Espagne républicaine, et notamment il organise l'envoi d'avions pour aider les républicains espagnols. Donc il y a cette affaire méconnue qui est comme on va dire le côté absent de ce livre-là, mais qui est un peu le making of, quoi. En fait, le côté peut-être qu'un jour il faudra creuser, quoi. C'est le rôle de tous ces gens-là qui ont aidé l'Espagne républicaine, et en fait ils ont compris. Là je m'écarte un petit peu. C'est des gens qui ont compris que ce qui comptait c'était la solidarité, c'était de développer l'armement, etc. C'est des gens pour qui en fait la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas commencé en 39 ou en 40. Mais dès 1936, en fait, ils ont compris le péril, ils ont compris la montée des périls, et à quel point il fallait pas se désunir, et il fallait être tous unis, etc. Bon, ils ont perdu en Espagne, après il y a eu l'invasion, après il y a eu la débâcle en France en 40, etc. Mais c'est des gens qui étaient très marqués par ça, par ces années Front populaire et aide à l'Espagne, et que l'Espagne n'a pas été assez aidée, en fait. Voilà, c'était le petit moment histoire. C'est très bien. Brahim, passionné d'histoire. Alors, il n'y a pas une autre question sur l'histoire? Donc j'avais totalement raison. Donc il y a cet engagement qui date, qui est dans vos veines, en fait. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser, et voilà. Je pense que vous allez nous faire encore de très belles choses. C'est gentil, merci, c'est un bel encouragement, merci. Peut-être que le frère voudrait dire quelque chose. Non, même pas. C'est pas grave. Bon, sinon, on continue la discussion entre nous autour d'un verre. Et merci d'être venu. Merci encore de m'avoir permis de voilà, j'aime bien raconter cette continuation. Super, merci. 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 Le livre, il est disponible partout dans les librairies. Il est disponible, il est relativement... Et puis si on ne le trouve pas dans la librairie qu'on connaît en bas de chez soi, on peut le trouver à la FNAC ou le commander. Mais en tout cas, il est sorti il n'y a pas longtemps, donc on le trouve normalement.